Bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui pour cette conférence « Les nouvelles explorations de l'infiniment petit à l'infiniment loin ». Vous allez voir qu'on va essayer de vous faire voyager. Vous allez voir que c'est des parcours très différents, des histoires très différentes, mais finalement on a tous eu à un moment très jeune la tête dans les étoiles. On est tous partis à rêver et finalement ça s'est transformé dans différents domaines. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Guylain Bardou. Bonjour Guylain, qui est directeur et explorateur sous-marin de la mission Under the Pole. Nous sommes aussi avec Francis Rocard, qui est astrophysicien au CNES et qui, lui, s'occupe de missions, vous allez voir, qui vont vous emmener très loin. On va parler de la Lune et de Mars. Après quelques voyages aussi sous la glace. Et puis, je suis Fanny Bouton. Je suis quantum évangéliste et startup programme leader chez OVH Cloud. Et moi, j'ai fait le tour du monde pour découvrir les innovations de demain pendant des années. Et je me suis pris de passion pour le quantique parce que j'ai rencontré des grands explorateurs qui sont les scientifiques du quantique. Donc, vous allez me dire, c'est très, très différent. Mais en effet, tous ces gens-là, ils ont une chose en commun, ils ont la passion de la recherche et de la découverte. Et on va voir que dans tous ces domaines-là, il y a des choses très intéressantes et des fils conducteurs qui rapprochent toutes ces personnes. Donc je vais m'asseoir à côté de vous, messieurs. Et puis déjà, je vais vous demander de me raconter un petit peu votre histoire et comment vous avez démarré la recherche et les explorations. Francis, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu déjà actuellement, qu'est-ce que vous faites ? Oui, bonjour. Moi, je travaille au CNES, Centre national d'études spatiales. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la NASA française. Tout le monde connaît la NASA, mais on s'aperçoit que tout le monde ne connaît pas le CNES. Et je suis à la direction des programmes. Programme, ça veut dire, on distingue programme et projet. Projet, c'est technique. Programme, c'est ce qui va chapeauter un peu le projet, le définir aussi. Et donc, mon background n'est pas technique spatiale, mais je suis scientifique de formation et j'ai fait une thèse en astrophysique. Mais ça fait 30 ans que je travaille au CNES et donc je baigne dans l'exploration du système solaire depuis 30 ans. Ça veut dire quoi ? C'est que la France et les scientifiques français cherchent à s'impliquer dans les grandes missions d'exploration du système solaire. Alors, je vais en citer quelques-unes que vous connaissez certainement. Récemment, Rosetta Philae, pour ceux qui s'en souviennent. Cassini-Huygens autour de Saturne. Curiosity, qui est un rover sur Mars. Perseverance, un autre rover. InSight, et que sais-je encore, Viking, etc. Il y a eu environ 200 missions planétaires depuis que le monde est monde. Sur ces 200 missions planétaires, vous savez combien il y en a de françaises ? 0. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre ADN, c'est la coopération. Donc, on travaille d'abord au niveau de l'Europe, à l'Agence spatiale européenne, bien sûr, donc sur toutes les missions de l'Agence spatiale européenne, mais elles ne sont pas très nombreuses, malheureusement, parce que les budgets sont plutôt modestes par rapport aux Américains. Et on travaille avec les États-Unis, on a travaillé avec les Russes, moins maintenant, on commence un peu avec les Chinois, l'Inde, les Émiratis, le Japon aussi, qui font des choses tout à fait intéressantes. Et on est dans des missions, c'est Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, ce sont des missions, en anglais on dit science-driven, c'est-à-dire que ce sont les scientifiques qui nous disent, à nous agences, voilà, c'est ça qu'on veut faire parce qu'on a un objectif scientifique, trouver la vie sur Mars, savoir comment le système solaire s'est formé, comment les planètes ont évolué, etc. Et c'est comme ça qu'on définit une mission comme Rosetta Philae ou une mission comme Persévérance, qui est le début du retour d'échantillons martiens. Vous savez ou vous ne savez pas que le retour d'échantillons martiens sera... ça va durer 10 ans, il va falloir être patient, mais il n'y a qu'avec des cailloux martiens dans nos laboratoires qu'on pourra dire si oui ou non la vie est apparue sur Mars et sous quelle forme elle est apparue, ce qui est quand même une donnée qui interroge l'humanité depuis 5000 ans, on va dire, depuis que l'homme a regardé les étoiles. Et ça, c'est mon travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait des implications de la France dans ces missions. Et en parallèle, il y a l'exploration avec un E majuscule qui revient. Pourquoi j'y reviens ? Parce qu'il y a eu Apollo. Souvenez-vous, Apollo, c'est quand même dans les années 60
un discours, Kennedy en 61, qui dit on va aller sur la Lune, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile, mais surtout, et ça il ne l'a pas dit, parce qu'on veut damer le pion de l'Union soviétique. C'était ça l'idée. C'était on va voir qui est le meilleur. Et on l'a vu. Et on a vu qu'effectivement la technologie américaine a vraiment supplanté la technologie soviétique, au point d'ailleurs que le programme soviétique de vol habité sur la Lune a été un véritable fiasco et a été abandonné en rase campagne. Et puis, il n'y a eu plus rien. Après Apollo sur la Lune, j'aurais pu apporter des slides. Dans les années 80, 0 mission. Dans les années 90, une petite mission par-ci, par-là. Et puis tout d'un coup, on voit une remontée importante. En ce moment, il y a peut-être une trentaine de missions. 30 qui se préparent sur la Lune. Et tout ça est insufflé par le leader mondial, qui sont les États-Unis. Alors, quand vous me poserez la question, je répondrai de savoir pourquoi tout ça. Bon, mais ça va prendre 5 minutes à répondre. Mais donc là, il y a une volonté qui est très politique, qui est un consensus entre la Maison-Blanche, le Congrès et la NASA, de dire on veut envoyer des hommes sur Mars. Bon, et pourquoi sur Mars? Parce que la Lune, on l'a déjà fait, nous les Américains, donc maintenant c'est Mars. Et si vous réfléchissez un tout petit peu de ce qui se passe autour de nous, il n'y a pas grand-chose pour envoyer des hommes, à part Mars. Donc l'objectif, il est connu depuis peut-être 50 ans. Il y a Von Braun, qui est le père de la Saturne V, qui avait écrit un livre de Mars Project en 52. Vous voyez, donc on est à 70 ans. Déjà, il voyait l'homme sur Mars. Et donc il y a cette exploration avec un E majuscule qui n'est plus dictée par la science, qui vient, c'est du top-down, comme on dit, hein, ça vient d'en haut, ça vient d'une décision, Trump, mais aussi les présidents américains, la NASA. Et là, il s'agit d'envoyer des hommes. Alors, pourquoi sur la Lune? Alors, pour le faire très court, parce qu'on ne peut pas refaire Apollo, c'est-à-dire tout faire en parallèle. Et boum, on y va, en 8 ans, on est sur la Lune. Ce n'est pas possible sur Mars. C'est beaucoup trop gros, même pour les Américains, qui consacrent 10 milliards par an. 10 milliards par an. Hein. Vous donnez un petit peu les ordres de grandeur dans les chiffres. Ce n'est pas de la gnognotte. C'est vraiment des gros programmes extrêmement chers. Et donc, il faut procéder par étapes pour fabriquer les engins qui, mis bout à bout, les uns derrière les autres, permettront un jour d'envoyer l'homme sur Mars. Et ça, c'est l'exploration. Alors, il va y avoir le rôle des startups, pour en parler quand même. Les startups, que ce soit aux États-Unis, bien sûr, mais aussi en France et en Europe, vont avoir leur rôle à jouer. D'ailleurs, le CNES a sélectionné début octobre 5 startups pour développer des technologies qui pourraient être mises en œuvre sur la Lune l'espace d'1 an, mais avec cette vision aussi de pouvoir faire du spin-off et du retour sur Terre, parce qu'on sait que les startups ont besoin d'un retour investissement rapide, et donc cette technologie appliquée à la Lune doit pouvoir s'appliquer sur Terre pour simplement faire entrer du cash et faire en sorte que la startup vive. Et donc il y a un soutien via Take the Moon, vous verrez sur Internet, et on a aussi une activité qui s'appelle Spaceship France. Et Spaceship France, c'est aussi un incubateur de start-up qui est à Toulouse. Et le point de contact, c'est M. Alexis Payet, PAI2LET. Et si vous êtes une start-up qui s'intéresse à l'exploration lunaire, voilà, vous avez les moyens de contacter le CNES et de voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec eux. Voilà. Et on va y revenir, en effet, à un moment sur les start-up. Guylain, alors vous allez à un autre endroit, c'est pas beaucoup plus loin en hauteur, c'est plus loin en profondeur et surtout dans le froid a priori, puisque c'est sous le pôle. Est-ce qu'il fait si froid sous le pôle? Quelle est la mission actuellement justement et qu'est-ce que vous faites? Alors sous le pôle, oui, il fait froid, bien sûr, et on y retourne très bientôt, puisque dans quelques mois, au printemps, on a une prochaine mission qui va se monter, qui va se réaliser plutôt au Spitsberg, donc cet archipel, l'archipel du Svalbard, tout au nord de la Norvège, assez proche du pôle nord géographique. Un mot d'abord, peut-être pour recontextualiser notre action et puis la présenter rapidement.
Personnellement, je me suis lancé dans la voie de l'exploration, sous-marine, l'exploration polaire dans les années 2000. À l'époque, j'étais étudiant sur un parcours d'ingénieur mécanicien. Et j'ai croisé Jean-Louis Etienne, qui, certains d'entre vous le connaîtront bien sûr, est un explorateur de renom français qui a eu un parcours appuyé dans le domaine polaire. Et pour nous, ça a été un petit peu la grande école de l'exploration, hein, en ce sens qu'on a appris à ses côtés sur un grand programme polaire, un programme aéronautique d'ailleurs, hein, puisque c'était un programme qui devait conduire un dirigeable, un ballon à hélium motorisé pour aller travailler dans le haut Arctique, au-dessus de la banquise de l'océan glacial arctique. Un projet qui a avorté, c'est une petite parenthèse, suite au crash du dirigeable à 6 semaines du départ, c'était début 2008. Mais néanmoins, le parcours qui nous a conduit à envisager cette expédition a été extrêmement formatrice. Et avec mon épouse, en parallèle et derrière, on s'est lancé dans ce qu'on fait toujours aujourd'hui, ça s'appelle Under the Pole. Alors, Under the Pole, c'est né de notre passion pour l'exploration, d'abord pour l'exploration sous-marine, et puis adossé à l'exploration polaire. Pourquoi ? Là, on rejoint directement ce qu'est l'exploration, c'est-à-dire une quête de connaissances. L'exploration, on la puise dans la curiosité, je pense, d'abord, dans la passion également, et c'est ça qui nous amène à aller travailler sur des terrains où de nombreuses questions se posent. Alors pour nous, les questions, elles étaient liées à la vie, par exemple, à la vie, à la biologie, qui peut vivre, prospérer en zone polaire. Et finalement, on en sait très peu de choses. Pourquoi ? Parce que les zones polaires, si on fait un petit rappel historique, ça a été les dernières à avoir été étudiées, explorées d'abord avant même d'être étudiées dans l'histoire de l'exploration de la planète. C'est pas très ancien, ça a un peu plus de 100 ans, que ce soit pour le pôle Nord, le pôle Sud, le passage du Nord-Ouest, cette voie maritime qui permet de relier l'océan Atlantique au Pacifique ou le Nord-Est. Tout ça, en gros, c'est le début du XXe, hein, les années 1900 à 1910, 1920. C'est dans cette période-là qu'ont abouti les ultimes explorations des points géographiques les plus reculés des zones polaires. Mais finalement, leur exploration scientifique n'a pas beaucoup progressé en un siècle. Pourquoi ? Parce que c'est des zones qui sont extrêmement lointaines, extrêmement complexes, extrêmement difficiles à explorer, qui nécessitent des coûts, des moyens humains, des moyens techniques qui vont au-delà de la norme et qui, de ce fait, ne sont pas déployés de manière aussi importante qu'elles ne peuvent l'être dans des régions plus accueillantes. Pour citer les régions tropicales ou les régions tempérées, par exemple, où la connaissance et l'exploration scientifique a été bien au-delà qu'elle ne l'est aujourd'hui dans les régions polaires. Finalement, l'exploration sous-marine, d'ailleurs, il y a un parallèle très important, très intéressant à faire avec l'exploration spatiale. Elle a vu son essor dans les années 50, les années 60. Ça s'est vraiment fait en parallèle de l'exploration spatiale, exactement les mêmes décennies. C'est dans ces décennies-là, entre 1950, on va dire, et puis 1980, que se sont faits tous les plus grands projets, et tout a été essayé. En tout cas, si ce n'est tout, beaucoup de choses. Et c'est assez fascinant, je trouve, de voir, voilà, par exemple, le programme Apollo dans les années 60 se développer avec le même essor dans le domaine du sous-marin.
Les deux se sont développés. Alors, il y a des raisons politiques, il y a des raisons géostratégiques. Il y avait des raisons économiques aussi qui ont drainé l'exploration sous-marine. C'était celle du pétrole, puisque après l'avoir découvert à terre, exploité à terre, les gisements sous-marins étaient naissants en ce début des années 60. Et c'est eux, finalement, qui ont financé l'exploration sous-marine, mais avec une finalité industrielle derrière, qui était la prospection pétrolière. Voilà. Et donc ça a drainé énormément de capitaux, ça a fait naître des projets absolument faramineux d'exploration ultra profonde, d'exploration en vie sous-marine. Et puis tout ça, ça a conduit gentiment aux début des années 90, où là tout d'un coup il y a une rupture, c'est la fin des grands programmes habités, si je puis dire, sous-marins habités, de la plongée profonde par exemple, pour laisser la place aux robots. Voilà. Et finalement, ce n'est que très récemment, depuis une décennie, 2 décennies si on s'intéresse aux pionniers, qu'il y a un renouveau de cette exploration sous-marine avec l'avènement de nouvelles technologies, de nouveaux moyens, et qui permet aujourd'hui d'avoir un nouveau regard en fait, sur le monde sous-marin, non pas porté par l'exploration pétrolière et les moyens financiers qu'elle est seule capable de drainer, mais pour une exploration scientifique cette fois-ci. C'est vraiment une quête d'exploration du milieu sous-marin, de sa connaissance et, in fine, évidemment, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en tout cas c'est ce qui nous anime, la question de sa préservation. Et j'en reviens maintenant à Under the Pole. C'est en fait dans ce cadre-là qu'on s'est inscrit. Under the Pole donc, est né en 2008. On a été très marqué par les régions polaires dans lesquelles on a travaillé depuis toujours, exclusivement pendant 12 ans. Et puis, sur 3 grands programmes, ce qu'on appelait Under the Pole 1, 2 et 3. Le premier en 2010, pardon. Le deuxième en 2014-2015. Et la 3e expédition qui a commencé en 2016 s'est terminée il y a quelques semaines. C'était Under the Pole 3. Des programmes qui ont toujours eu pour vocation un triptyque, je dirais. L'exploration pure et dure, la quête de connaissances, répondre à des questions, les documenter, s'appuyer sur la connaissance scientifique, appuyer la recherche scientifique, travailler en collaboration, je rebondis sur ce que disait Francis Rocard, en collaboration avec le monde de la recherche, chacun amenant sa pierre à l'édifice de la connaissance, et tout ça, in fine, pour faire remonter cette connaissance, la traduire, la distribuer et faire un travail de sensibilisation pour, in fine, de la protection du milieu sous-marin. On est à l'aube d'un 4e programme qui a démarré en 2020, qui vient de se faire labelliser par l'ONU, puisque a commencé cette année en 2021 la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. C'est un programme qui va donc durer 10 ans, qui se terminera en 2030, et qui va agréger, appuyer la recherche scientifique, océanographique à travers le monde. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va mener un 4e programme Under the Pole qui s'intéressera à ce qu'on appelle la zone mésophotique, en gros la zone située entre 30 et 200 mètres de profondeur, afin de mieux la connaître et comprendre les mécanismes de sa préservation, autrement dit ses faiblesses ou au contraire ses opportunités de préservation dans un contexte de pression anthropique majeure à travers beaucoup des littoraux de la planète. Voilà. Donc ça a commencé, et la première mission, comme je le disais dans mes premiers mots, débutera dans quelques mois avec sa première partie polaire, le Spitzberg, dans le haut Arctique. Merci. Alors, ce qui est de très intéressant dans les 2 cas que vous venez de citer et que je retrouve aussi dans le domaine du quantique, c'est qu'en fait, on est sur une nouvelle vague de recherche et d'exploration dans le quantique. C'est un monde dont on entend beaucoup parler. Vous allez en entendre beaucoup parler dans les prochains mois et années.
Mais ce n'est pas nouveau. Le quantique, c'est le monde de l'infiniment petit, de ces particules qui sont vraiment toutes petites et qui ont des principes physiques très spécifiques. Ça ne se comporte pas comme tout ce qu'on a dans le monde newtonien. Et ça a été découvert dans les années 20-30, il y a très très longtemps. Des gens comme Einstein ont bossé dessus, Max Bohr, et il y a eu beaucoup de scientifiques qui ont travaillé là-dessus. Et puis, dans les années 80, on a eu un rebond avec une arrivée de nouveaux scientifiques, dont Alain Aspect, qui, lui, a par exemple violé les inégalités de Bell, c'est-à-dire qu'il a prouvé qu'on pouvait intriquer des particules, et en particulier des photons. Et grâce à ce type de recherche, on arrive maintenant à une nouvelle vague de scientifiques qui sont en train de créer des nouveaux produits technologiques, des ordinateurs quantiques, des capteurs quantiques et puis aussi des télécommunications quantiques. On est sur de la recherche où on démarre et c'est là où on peut considérer que ce sont vraiment des explorateurs parce qu'à chaque fois, toutes ces vagues de personnes découvrent quelque chose de nouveau et décident de partir dans l'exploration de cette recherche. Et c'est ça qui est intéressant. On parlait, donc Francis est physicien, on a beaucoup de physiciens dans le quantique. Mais c'est en train de se regrouper avec des nouvelles technologies, l'informatique, tout ça est en train de se coupler. Et on parle de l'informatique quantique, les ordinateurs quantiques, qui devraient arriver d'ici 15, 20, 30 ans. On commence à vous dire qu'il y en a. Pour l'instant, c'est des petites calculettes qui coûtent très cher, mais qui font très peu de calculs, ou en tout cas pas des calculs utiles. Mais par contre, dans le futur, ça va changer le monde. C'est là où c'est intéressant, c'est est-ce que toutes les explorations qu'on fait, elles ont servi ou elles vont servir et quel est leur but? Pourquoi est-ce qu'on continue à explorer toujours plus loin? Guylain, pour toi, c'est quoi déjà un explorateur et comment toi, tu es parti, tu as démarré cette exploration justement? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire aussi, la genèse de ton parcours? Alors, qu'est-ce qu'un explorateur? Je pense qu'un explorateur, c'est... L'exploration, d'abord, je pense que c'est quelque chose de profondément humain. J'oserais pas dire que ça l'est de manière exclusive, mais en tout cas, ça caractérise grandement l'être humain, à la différence du règne animal, par exemple. Un explorateur, l'exploration, elle est partout, en fait. Pour moi, elle est... historiquement, on pense aux explorateurs qui ont découvert la planète, qui ont exploré la planète. D'ailleurs, quand on s'intéresse à la définition et qu'on ouvre un dictionnaire ou des dictionnaires, c'est souvent à cette référence-là qu'il est question, et souvent d'ailleurs même à l'exploration polaire. Vous pourrez regarder dans les dictionnaires. Un explorateur, c'est très simplement pour moi... quelqu'un qui se pose des questions et qui va chercher à y apporter des réponses. Et en ça, c'est extrêmement universel. Les explorateurs, je les vois aussi bien dans le domaine de l'exploration géographique que dans l'exploration culturelle, que dans l'exploration scientifique, que dans l'entrepreneuriat. L'exploration, c'est mettre un pas dans l'inconnu. C'est ça, en fait, qui caractérise vraiment l'exploration. On ne sait pas où on va, mais on y va parce qu'on a une intuition, parce qu'on pense pouvoir trouver des réponses dans une certaine direction qui nous anime, qui nous inspire, qui nous passionne. Et c'est ça le moteur de l'exploration, d'ailleurs, la passion, l'inspiration. Et c'est quelque chose qui est absolument essentiel, fondamental, à mon sens, pour la pérennité de l'exploration, mais surtout, je pense aussi dans la société actuelle. C'est quelque chose qui doit revenir, qui doit être promu, qui doit être encouragé, parce que c'est quelque chose d'extrêmement passionnant et qui peut conduire, je pense, à une forme de bonheur au niveau individuel, mais aussi au niveau d'une société. Pour répondre à la seconde question de comment ça a débuté tout ça, c'est justement par la passion. Voilà. Moi, j'ai eu 3 passions dans ma vie. J'ai eu d'abord une passion pour la haute montagne, la montagne, tout simplement. J'ai eu une seconde passion à la même époque, c'était à l'adolescence, pour l'aéronautique, l'aérospatiale. Une passion ultra forte qui m'a fait couler des larmes, souvent, beaucoup.
parce que c'était un monde qui me touchait extrêmement fort, mais qui ne me paraissait pas forcément accessible. Et puis une troisième passion qui est apparue, j'avais 15 ans, qui a été celle de la plongée sous-marine et de l'exploration sous-marine. Et c'est celle-là, finalement, qui, au fil des années, a de plus en plus pris le dessus, a pris de plus en plus de place, et est devenue une ligne de chemin de fer dans ma vie. Même si, par exemple, j'ai eu un parcours d'ingénieur mécanicien, je le disais, là c'était plus le domaine aérospatial, aéronautique, qui a décidé de ce choix pour dessiner des avions peut-être. Voilà. Et puis, les années passant, j'ai confirmé en fait mon engagement dans le domaine de l'exploration sous-marine. Mais ça ne se fait pas toujours de manière planifiée, décidée. En fait, ça se fait au fil des rencontres, les rencontres dans la vie qui sont extrêmement importantes, mais aussi qui ne sont, je ne pense pas, le fruit du hasard. C'est-à-dire que en m'investissant totalement dans ma passion, c'est-à-dire que toute mon énergie, l'argent que je pouvais gagner sur des petits boulots et le temps que j'avais pendant mes vacances était consacré à cette passion, à son développement. Je l'ai nourri. Et puis, à un moment donné, j'avais la vingtaine passée, j'ai rencontré Jean-Louis Etienne. Et finalement, ça a été une opportunité. J'ai arrêté mes études. J'étais en master, Erasmus en Allemagne, à Munich. J'ai arrêté mes études pour aller travailler avec lui pendant 2 ans à Paris. J'ai déjà évoqué ça, j'ai beaucoup appris. Et puis au terme de ces 2 années, je suis retourné à l'école. Je venais de me faire virer par mon école parce que ça faisait trop longtemps que j'étais parti et j'avais pas terminé mon master. Donc je leur ai vite envoyé un courrier pour leur dire non, je reviens. Donc je suis retourné 1 an à l'école pour terminer mes études. Et puis en fait, j'avais déjà la tête qui était dans mon projet Under the Pole. Je voulais repartir en Arctique, je voulais aller répondre à des questions fondamentales comme qu'est-ce qu'on va trouver sous la banquise de l'océan glacial arctique ? Est-ce que c'est noir ? Est-ce qu'il y a du courant ? Est-ce qu'il y a de la vie ? Est-ce que cette vie, elle est dérivante dans les courants océaniques sous la glace ? Puis à quelle profondeur ? Ou au contraire, est-ce qu'elle peut se fixer dans la glace ? À quoi ça ressemble ? Et puis tout ça, comment ça va évoluer au fil des saisons ? Et c'est comme ça qu'est né Under the Pole. Et vous voyez, je suis en train de vous expliquer là que c'est à la fois le moteur de la passion et de la curiosité qui se croisent à un moment donné et qui permettent, avec à la fois ces questions fondamentales qu'on va se poser sur un environnement, sur peu importe le sujet, et puis l'énergie de la passion, qu'on va réussir à se dépasser et à trouver des moyens totalement hors normes pour éventuellement à un moment donné faire aboutir son projet. C'est ce qui nous est arrivé, mais il ne faut pas croire évidemment que tout ça c'est simple, ce serait sinon commun. C'est extrêmement complexe, c'est monter des programmes d'expédition de cette nature, c'est un parcours du combattant qui prend des années, c'est 7 jours sur 7, c'est 12 heures, 15 heures, 18 heures par jour, c'est des nuits, on ne vit que pour ça, mais barrière après barrière, obstacle après obstacle, on finit par gravir la montagne et à un moment donné, ça se déclenche et on arrive à faire avancer notre projet et éventuellement à le mener à son terme. Ça a été un peu l'histoire de notre parcours. Voilà. Merci. Alors Francis, vous justement, comment on en arrive à devenir astrophysicien au CNES ? Quel a été le démarrage de cette histoire ? Alors, le démarrage de cette histoire, c'est d'une part que moi j'étais un physicien du curieux de comment ça marche. Et l'astrophysique est arrivée finalement au moment de ce qu'on appelle le Master 2 ou le DEA à l'époque. Et ça a été un choix de se dire finalement c'est sympa l'astrophysique, les étoiles, les planètes, c'est quelque chose qui fait rêver. Donc c'est venu comme ça. Et ensuite, donc, j'ai fait une thèse d'État en astrophysique et puis il y a eu cette opportunité qui s'est ouverte au CNES et donc je suis rentré comme programme manager au CNES et voilà. Et ensuite j'ai donc satisfait ma curiosité et ma passion à travers ce rôle un peu de coordinateur des programmes d'exploration du système solaire.
Alors, c'est quoi les explorateurs dans mon secteur? Ce sont les scientifiques et qui cherchent à être... En gros, les Américains ont souvent des slogans très simples. Le slogan, c'est origine au pluriel. Et, donc, c'est origine de la vie, ça, c'est plutôt sur Terre. Origine de l'univers, bon, ça, c'est le problème du Big Bang, etc. Et puis, origine du système solaire. Comment la Terre s'est formée, comment la vie est apparue. Et ça, c'est beaucoup le domaine qui me concerne. Et donc, les missions spatiales sur lesquelles j'ai travaillé cherchent à répondre sur Mars. Donc, on cherche à savoir si la vie a existé. Il y a eu des tentatives un peu coup de poker dans les années 70 qui s'appelait la mission Viking, où tout de suite on a mis un engin qui a cherché, avec 3 expériences, des bactéries. On a cherché la respiration, on a cherché des bactéries qui se nourrissaient de nutriments ou de la photosynthèse. Bon, ça a été un fiasco, ça a été négatif, pardon. Et depuis, la NASA a revu un petit peu son protocole en disant bon, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Donc on va faire follow the water, follow the carbon, follow the life. C'est-à-dire 3 grandes étapes. On s'intéresse à l'eau sur Mars. Ça, c'est à peu près achevé aujourd'hui. On connaît l'histoire de l'eau sur Mars. Il y en a eu beaucoup, et il y en a plus aujourd'hui parce que Mars a perdu son atmosphère. Alors, follow the carbone, on est en plein dedans et on cherche les traces de molécules organiques sur Mars. Et on aimerait trouver des molécules, ce qu'on appelle prébiotiques, c'est-à-dire celles qui permettent à la vie de se fabriquer, en supposant bien sûr que la vie est basée sur le carbone et l'eau, ce qui sont des hypothèses très fortes. On a beaucoup de mal à imaginer que la vie ne soit pas basée sur le carbone et l'eau liquide. Et ensuite, follow the life, c'est-à-dire là, ce sera typiquement le retour de l'échantillon martien, qui, encore une fois, est en cours avec persévérance. Et on va rapporter ces échantillons. Et on espère qu'on aura un élément de réponse sur cette question. Après, il faudra faire appel à mon voisin de droite, parce qu'il y a d'autres endroits où on se pose beaucoup de questions sur la vie extraterrestre. Et ce sont dans des océans sous une couche de glace, que ce soit sur Encelade, satellite de Saturne, ou Europe, satellite de Jupiter. Et là, on est reparti, je dirais, pour 20 ou 30 ans d'exploration, parce que c'est beaucoup plus loin, Jupiter et Saturne. Il faut 5 ans, voire 7 ans pour y aller. Et on n'a pas fait le quart de ce qu'on a fait sur Mars. Aujourd'hui, on a envoyé une 50aine de missions sur Mars, donc on commence à avoir bien couvert la question. Mais il y a maintenant beaucoup de gens qui s'intéressent à ces lunes glacées dans lesquelles il y a de l'eau liquide. En gros, l'eau liquide, c'est la condition nécessaire au vivant. On ne conçoit pas le vivant sans eau liquide. On ne conçoit pas le vivant en phase gazeuse et on ne conçoit pas le vivant en phase solide. Donc, partout où il y a de l'eau liquide dans l'univers, on se dit il y a peut-être de la vie. Et comme il y a eu de l'eau liquide sur Mars, donc on s'est posé la question. Et il y a des endroits, encore une fois, où il y a de l'eau liquide dans le système solaire. Et il va falloir y aller. Et il y a des missions JUICE pour l'Europe en 2023 maintenant. Europa Clipper pour les États-Unis. Donc, on va commencer à aller observer à distance ces objets. C'est la première étape. C'est en gros ce qu'on a fait sur Mars dans les années 70. On va commencer à le faire sur Europe et Ganymède. Et ensuite, il faudra se poser et puis prélever et puis chercher des preuves de vie. Et ça, c'est vraiment la science de l'exploration qui est robotique à 100%. Et dans l'exploration habitée, je reviens au discours de Kennedy. Si vous réécoutez ce discours de 61, il n'y a pas un mot sur la science, c'est pas le sujet. Monsieur Kennedy, c'est pas ça son problème. Je dirais que l'homme sur Mars aujourd'hui, c'est un peu pareil, c'est-à-dire on y va, on verra bien ce que les hommes feront sur Mars. Ils feront des choses certainement utiles, mais ça, on s'en occupera plus tard. Pour l'instant, on a des besoins colossaux qui sont des véhicules de transport, des véhicules d'habitation, des sources d'énergie peut-être nucléaires.
pour habiter sur Mars ou habiter sur la Lune. Et là, aujourd'hui, c'est ça qui préoccupe la NASA et aussi l'ESA en Europe. Et c'est ce sur quoi les gens travaillent. Et quand... moi, ce que je dis souvent, c'est que dans le cas d'Apollo, la NASA s'est dit, tiens, ils sont sur la Lune, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en mettre plein les poches. Ils vont prendre des cailloux, ils vont les ramener sur Terre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et le retour scientifique d'Apollo avec ces échantillons lunaires a été absolument fabuleux sur la science qu'on a pu... Il y a eu 12 000 articles qui ont été publiés. Et l'histoire de l'origine de la Lune a été ce qu'on appelle l'impact géant qui a formé la Lune, était un modèle qui n'était absolument pas considéré de façon sérieuse et qui aujourd'hui fait consensus. Donc on a pu déterminer l'origine de la Lune via les échantillons lunaires. Et sur Mars, je dirais que comme toute mission habitée, Thomas Pesquet pourrait témoigner, il ne faut pas oublier que l'homme dans l'espace, il passe déjà la moitié de son temps à s'occuper de lui-même et de sa survie. C'est-à-dire qu'il a besoin de s'assurer que le véhicule dans lequel il est, l'ISS pour Thomas Pesquet, ne va pas tomber en panne. Ou donc déjà, ça l'occupe beaucoup. Et après, le reste de son temps, il va le consacrer à des expériences qui aujourd'hui, dans l'ISS, sont des expériences essentiellement liées à la microgravité. Et sur Mars, ça sera la même chose. Donc déjà, ils vont consacrer beaucoup de temps à fabriquer la base sur laquelle ils vont vivre. Et ensuite seulement, ils vont commencer à explorer avec des véhicules pressurisés pour parcourir des distances et repérer des lieux. Mais voilà. Mais entre-temps, on aura, je pense, répondu à la question de la vie sur Mars via le retour d'échantillons martiens. Merci. Alors, justement, on a parlé de collaboration internationale dans tous les cas. Dans le domaine quantique, on voit que les chercheurs se regroupent aussi énormément et travaillent beaucoup ensemble. C'est très important, mais qu'il y a aussi des enjeux politiques importants et qu'il y a des problèmes de souveraineté, ou en tout cas du fait de devoir travailler ensemble, mais aussi de ne pas partager tous les travaux. Francis, tu nous disais justement qu'il y avait des enjeux qui n'étaient pas forcément toujours scientifiques. Est-ce que tu peux revenir justement sur ce sujet du fait de retourner sur la Lune, d'aller sur Mars? On a deux choses. Il y a tout le côté politique, puis il y a aussi tout le côté communication. Est-ce qu'on commence à parler de tourisme sur Mars? Finalement, c'est quoi le but de tout ça autour de l'espace? Alors ça, c'est une question compliquée. Parce que il y a ce que dit la NASA et ce qu'elle ne dit pas. Et il y a ou même ce que dit les gens du Congrès qui défendent ce type de programme. Ce qui est sûr, c'est que avec Apollo, les Américains se sont retrouvés dans une situation unique au monde où, d'une part, le budget de la NASA avec Apollo a été augmenté par un facteur 30, à peu près, pour culminer à 25 milliards dans les années 65, c'est-à-dire au sommet des dépenses d'Apollo. Et notamment, la moitié de ce budget était consacrée aux vols habités. Ça aussi, c'est unique au monde. L'Europe, c'est quoi? C'est 15% du budget de l'ESA qui est consacré aux vols habités. Et à partir du moment où vous avez cette situation d'un budget qui est très, très important, autour de 20 milliards aujourd'hui, et dont la moitié, environ 10, sont consacrés aux vols habités, et bien évidemment, toutes les forces internes du système, je pense à l'industrie, mais je pense aussi aux congressmen, qui sont des hommes politiques, soit de la Floride, pour la base de lancement de Cap Canaveral, soit de Houston, où il y a le centre, etc. Donc tous ces politiques ont à cœur de maintenir, coûte que coûte, keep the momentum, comme on dit. Donc il y a une volonté interne très forte de maintenir à tout prix cette activité. Et la réponse est presque évidente. C'est que si vous voulez, il faut avoir une vision. Ça, c'est fondamental aux États-Unis, une vision à long terme. Et cette vision, elle se résume en 3 mots. L'homme sur Mars. Voilà, la vision, elle est là. Et elle est contestée par personne. Et ça donne, voilà, ça trace le chemin. Et ça permet de justifier tout le reste. L'ISS en ce moment est justifié par on prépare l'homme sur Mars. On prépare l'homme sur Mars. Donc tout est justifié par ça.
Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas y aller directement parce que c'est trop lourd, même pour les Américains, qui sont pourtant leaders dans ce domaine. Donc il faut des étapes pour développer les technos. Et l'étape stratégique que la NASA a décidée en 2017, c'est la Gateway, c'est-à-dire la station spatiale en orbite lunaire. Et Trump est arrivé là-dessus en disant oui, non, d'accord, mais allez hop, vous allez envoyer des hommes sur la Lune. Et ça, c'est Trump qui a un petit peu bouleversé les choses. Donc on a cette étape lunaire qui va durer une vingtaine d'années. Hein. Ce n'est pas des petites étapes, qui va coûter des dizaines et des dizaines de milliards, qui permettent de fabriquer cette superbe fusée SLS, qui est la Saturne V du XXIe siècle. Saturne V, c'était la fusée d'Apollo, souvenez-vous. Et le système d'atterrissage sur la Lune, qui sera ensuite dérivé pour un système d'atterrissage sur Mars. Et donc voilà, petit à petit, les Américains vont développer des technologies. L'Europe est associée, hein, je tiens à le dire. L'Europe va être présente sur la Gateway via les deux modules de la station, via les European Service Modules, c'est-à-dire quand vous avez des hommes qui vont partir vers la Lune, il y aura un module européen accroché à la capsule habitée. Et donc l'Europe est partenaire. Être ou ne pas être, l'Europe a dit oui, on veut en être, on veut s'associer à ce grand programme. On n'a absolument pas, nous l'Europe, la prétention d'une moindre concurrence. Donc on y va avec vous. Voilà, c'est un choix politique extrêmement important que personne ne conteste. On a envie d'être présent dans ces programmes emblématiques. Apollo était 100% américain, hein. Il n'y avait pas de coopération. Mais là, la coopération est présente. L'espoir étant d'avoir un Thomas Pesquet sur Mars en 2050. Hein. Il sera un peu vieux, hein, ça sera son successeur. Mais c'est bien ça qu'il y a derrière. C'est de dire que déjà, si on pouvait avoir un astronaute européen en orbite lunaire, ça va faire beaucoup de bruit, beaucoup plus que Thomas Pesquet. Donc voilà, c'est ça qui est en train de se passer et ça avance. Pendant longtemps, c'était plus du discours et pas beaucoup de budget. Maintenant, on est rentré dans le dur. Les budgets sont colossaux. Quand je dis que le SLS, c'est 30 milliards, il est déjà pratiquement financé puisqu'il va partir l'année prochaine. Donc voilà, tout a été quasiment dépensé. Et puis c'est pas fini. Ce n'est que le début de l'histoire parce qu'il faut fabriquer cet engin qui va se poser sur la Lune aussi, qui va coûter fort cher. Peut-être que ça sera celui de SpaceX, on verra. Et Bezos, comme vous le savez, n'est pas content du tout parce qu'il espérait aussi être en compétition avec Elon Musk pour se poser sur la Lune. Il a d'ailleurs fait un procès à la NASA récemment. Ce procès Bezos a perdu. On dit non, monsieur, votre demande n'est pas acceptable. Donc la NASA a bien fait, il n'y a pas eu d'erreur, donc on va repartir. Et tout de suite, le discours de la NASA, ça a été de dire, mais monsieur Bezos, vous inquiétez pas, on va faire appel à vous, on a besoin de tout le monde pour travailler. Voilà. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et n'oubliez pas que c'est Mars, c'est la Lune pour Mars. C'est pas la Lune pour la Lune. Tout le monde se dit, il y a un retour sur la Lune, point barre. Non, c'est pas ça. Les Américains, ils ont cette vision de la Lune pour en faire une étape pour derrière aller sur Mars, notamment la problématique de l'eau. L'eau, ça coûte très cher, ça coûte $10 000 à envoyer dans l'espace. Donc, si on peut la trouver au pôle sud de la Lune, eh bien, ça coûtera moins cher. Donc, en 2024, il y a déjà un robot mobile, il s'appelle Viper, qui va se poser pour la première fois au pôle sud. Et enfin, on va avoir une vérité terrain. On va savoir s'il y en a beaucoup, si on sera capable de l'exploiter concrètement, parce que ce n'est pas pour de la science, là, c'est vraiment pour tirer des tonnes et des tonnes de flotte, soit pour l'équipage qui a besoin d'eau pour la nourriture, la douche, les toilettes, tout ce que vous voulez, mais vous avez aussi la possibilité avec l'eau de fabriquer du carburant de fusée, qu'on appelle les ergols. Vous cassez la molécule d'eau, vous faites H2O2, et H2O2, ce sont des carburants et comburants pour des moteurs de fusée. Et ça, c'est un énorme point d'interrogation, parce que tant qu'on n'y est pas allé, personne ne peut dire c'est faisable. Aujourd'hui, on a des remote sensing, on a des données en orbite qui nous disent que oui, il semblerait qu'il y ait de l'eau au pôle sud, mais combien, comment on va l'exploiter, est-ce qu'on a 1 litre par mètre cube ou est-ce qu'on a 100 litres par mètre cube? Finalement, on n'en sait à peu près rien tant qu'on n'y est pas allé. Et donc, le point d'interrogation est colossal et c'est une technologie facilitante. C'est-à-dire que si vous voulez chiffrer combien coûte un programme,
Il suffit de mesurer la masse que vous envoyez dans l'espace. En gros, ça vous donne une très bonne idée de combien ça va coûter. Eh bien, si vous utilisez l'eau de la Lune, l'idée, c'est que vous allez réduire la masse que vous enverrez dans l'espace, en définitive. Et donc, vous allez gagner de l'argent, ça coûtera moins cher. Donc, c'est facilitant et ce n'est pas totalement indispensable, mais vous allez faire beaucoup d'économies si effectivement vous le faites. Même chose avec le nucléaire spatial. Le nucléaire spatial, tant pour la propulsion, pour aller plus vite sur Mars. Aujourd'hui, on met 6-7 mois pour aller sur Mars, quoi qu'on fasse. Mais si on utilise un moteur nucléaire, on peut descendre à 3-4 mois. Alors évidemment, pour les astronautes, ça serait génial. Il ne faut pas rater le lancement quand même. Alors, il ne faut pas rater le lancement. Alors, quoique avec la propulsion de ce type-là, la fenêtre de lancement est beaucoup plus large. Mais c'est vrai on part tous les 2 ans. Ça, c'est un peu le problème sur Mars. Sur la Lune, on part tous les mois. Hein, il y a un cycle d'1 mois sur la Lune. Donc, si vous ratez un cycle, vous attendez 1 mois. Sur Mars, il faut attendre 2 ans. Donc, c'est vraiment une grosse contrainte. Et puis, vous avez le problème de l'énergie. Sur Mars, les panneaux solaires, si vous avez vu le film Seul sur Mars, c'est pas génial, les panneaux solaires. Il y a des tempêtes de poussière. Donc là encore, probablement, on va devoir avoir besoin de réacteurs nucléaires, de petits réacteurs nucléaires, 1 mégawatt typiquement, ou 100 kilowatts, pour alimenter la base sur Mars. Et ça, c'est des technologies qu'il faut développer. Et surtout, il faut pouvoir lancer ces réacteurs nucléaires sans mettre en danger les gens qui habitent en Floride, par exemple, parce que c'est de là-bas que ça va partir. Donc, il faut faire en sorte que ces réacteurs soient relativement peu radioactifs au lancement. Enfin, voilà, il y a des tas de contraintes comme ça. C'est une technologie facilitante, le nucléaire. Ce n'est pas absolument indispensable, mais waouh, on gagnerait à la fin et on réduirait les coûts. Donc, et quand les Américains disent qu'ils relancent le nucléaire spatial, tout d'un coup, dans le budget, c'est 300 millions de dollars pour 2021. Voilà, c'est pas des petites sommes. Tout de suite, ça monte à 300 millions, puis il y aura 500 millions l'année prochaine. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, on est dans un domaine de coûts gigantesques dans lequel, encore une fois, je l'ai dit, l'Europe trouve sa niche et est déjà présente, sachant que l'Europe n'a absolument pas la prétention de concurrencer les Américains. Alors, Guylain, toi, tu es beaucoup moins impacté par des enjeux politiques, tu as une certaine indépendance. Par contre, du coup, comment on peut monter une mission comme ça financièrement? Combien ça coûte? Combien ça rapporte? Comment tu peux organiser tout ça? Parce que tu l'as dit, ça peut prendre beaucoup de temps. Et quand tu pars, ça prend aussi beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? On est sur des programmes qui durent plusieurs années. C'est toujours des programmes longs. Qu'elles soient dans leur préparation, mais dans la réalisation de ces missions. On est aujourd'hui sur des missions qui se comptent en années. Pourquoi ? Parce que travailler dans des milieux isolés, lointains, comme le sont par exemple les régions polaires, mais comme le sont également les atolls du Pacifique, où on a travaillé les 2-3 dernières années, ça nécessite de déployer des moyens importants, de partir loin. Et donc, ensuite, pour y mener du travail scientifique de qualité, il est important de prendre le temps. Voilà. C'est pour ces raisons-là, la lourdeur des moyens déployés, qu'ils soient matériels ou humains, et d'un autre côté, la nécessité de prendre le temps de la science, que nos programmes s'inscrivent dans des programmes longs. Aujourd'hui, je l'ai mentionné tout à l'heure, le programme Under the Pole 4, c'est 10 ans, 2021-2030, dans le cadre de la décennie des Nations Unies. Alors, ça coûte cher. Mais tout est relatif, j'aime à dire. C'est des programmes qui se comptent en millions d'euros. Donc, c'est des moyens qui sont relativement chers, effectivement. 1 million d'euros par an, c'était notre budget hier. C'est un peu plus pour les programmes à venir.
C'est des sommes qui sont difficiles à lever. C'est pour ça que c'est des missions qui mettent parfois plusieurs années à se monter. On est en ce moment même, en fait, on travaille sur le montage du projet. Alors, on a toute une équipe, on a une quinzaine de personnes en base arrière qui travaillent dans le domaine de la coordination scientifique, en lien avec les chercheurs, dans le domaine de la technique, avec un bureau d'études pour développer certains systèmes. On a développé hier un habitat sous-marin qu'on a expérimenté il y a 2 ans dans le Pacifique. On fait construire un nouveau bateau. Voilà. Donc il y a encore une fois des équipes d'archi, d'ingénieurs. Voilà. Il y a de la communication, comme dans tous les projets aujourd'hui. Il y a de la logistique. Voilà. En fait, et évidemment, il y a ce qu'on aime tous par-dessus tout, l'administratif, le juridique qui vient chapeauter tout ça et qui est évidemment incontournable. C'est pour ça que c'est des programmes qui coûtent cher parce que y a des équipes derrière. Ça représente à peu près 50% du budget des missions. Et c'est quelque chose qui est difficile, le financement de ces programmes. On est une structure, comme vous le précisiez, qui est indépendante. On n'est pas financé par des instituts d'État. On est une association, on a une société également. Mais tout ça, en fait, œuvre à faire aboutir le programme. Ce n'est pas des programmes qui visent à générer des profits, en aucun cas. C'est des programmes qui visent simplement à atteindre les objectifs qui se sont fixés dès l'origine, des questions scientifiques et les réponses à y apporter. Donc ça, c'est réalisé en lien avec la communauté scientifique, où on a des directeurs scientifiques du CNRS à nos côtés aujourd'hui, mais derrière, c'est des programmes qui sont très internationaux. Il y a des scientifiques de presque tous les continents, je dirais, plusieurs dizaines. Et puis c'est aussi une grosse collaboration internationale dans votre projet. Hein. Ça, c'est pas que franco-français. Non, il y a le cœur, l'organisation en fait de ces missions qui est pilotée principalement par Under the Pole, mais la partie scientifique est totalement internationale. Puisque la science, la recherche est très souvent un travail de spécialistes qui travaillent en réseau. Et comme je le mentionnais, on a 2 directeurs scientifiques, un français et un italien, qui sont tous les deux des chercheurs du CNRS, mais qui eux-mêmes donc, sont des spécialistes et qui travaillent en réseau avec d'autres spécialistes. Alors il y en a, ça va être la taxonomie, il y en a d'autres, ça va être la génétique, et voilà, tous les domaines de la biologie marine qui vont être présents sur ces programmes, mais qui tous vont à un moment donné travailler ensemble sur des projets qui vont durer dans le temps, qui vont venir, qui vont revenir pour répondre à des questions fondamentales sur le milieu sous-marin des océans, les littoraux de la planète, jusqu'à 200 mètres de profondeur. C'est des zones, en fait, finalement, qui sont pas très bien connues, ou qui le sont relativement, parce que l'exploration sous-marine des littoraux de la planète, elle est complexe. En fait, l'exploration sous-marine, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. C'est finalement une discipline qui est jeune, parce que l'homme a mis la tête dans les océans pour les explorer finalement de manière extrêmement récente. C'est ce siècle-ci, mais enfin c'est le XXe siècle, mais je dirais c'est la deuxième moitié du XXe siècle. Le détendeur, cet appareil qui permet de respirer sous l'eau, c'est un brevet qui date de 1945, le brevet Cousteau-Gagnan. Cousteau que vous connaissez, et puis Émile Gagnan qui était un ingénieur d'air liquide. Et finalement, je l'ai évoqué tout à l'heure avec les capitaux du pétrole, c'est dans les décennies qui ont suivi que c'est développer les moyens d'exploration sous-marin, qu'ils soient humains, avec des scaphandres qui ont évolué avec le temps, ou qu'ils soient appuyés par la robotique. Je pense aux sous-marins d'abord dans les années 50-60, puis les robots téléopérés, par exemple, plus récemment.
Alors, je ne suis pas en train de dire que l'exploration sous-marine n'avait pas commencé avant, hein, évidemment. Il y a des projets d'exploration sous-marine, d'abord par exemple pour aller chercher les trésors qui avaient coulé dans certains bateaux, les cloches de plongeurs, ce genre de choses. Mais c'était tellement marginal, tellement ponctuel qu'on ne peut pas dire que ça ait vraiment appuyer l'exploration sous-marine du milieu. L'exploration sous-marine du milieu, c'est finalement une discipline qui a quelques décennies et qui reste extrêmement complexe. Il y a beaucoup de parallèles, de mon point de vue, avec le milieu spatial. Ces deux milieux qui ont évidemment des différences très fortes, mais qui ont aussi des parallèles à la fois techniques et dans la philosophie de leur exploration. Et peut-être aussi quelque part dans l'inspiration, la curiosité qu'ils peuvent susciter. J'ai perdu mon fil. Passionné et du coup, non, du coup, alors je vais rebondir là-dessus. C'est du coup ces missions qui sont financées et qui permettent de découvrir des choses. Quelles sont les découvertes? Est-ce qu'il y a des avancées scientifiques qui sont faites lors de ces explorations? Quel est le but aussi de ces explorations? Alors merci, parce que je reprends là où je m'étais arrêté, là où je voulais en venir en fait. L'exploration scientifique des littoraux de la planète, par exemple. Je vais parler de ça puisque c'est notre domaine de travail. Je disais que c'est une exploration qui est complexe. C'est une exploration qui ne peut être menée qu'en mutualisant les ressources, les compétences, c'est la notion de collaboration, les techniques aussi. Les techniques ne s'opposent pas, elles viennent s'enrichir, elles viennent s'appuyer les unes les autres. Alors, je pense notamment à la robotique et à l'exploration humaine. Nous, dans The Pole, on est dans le domaine de l'exploration sous-marine humaine. C'est-à-dire qu'on est sur des programmes où on envoie des plongeurs explorer, travailler, étudier le milieu sous-marin. Quand on parle de plongeurs, de fait, on est limité en profondeur. L'homme est capable, le record absolu, c'est 701 mètres dans les années 80, un programme de la COMEX, mais c'était expérimental, ça s'est fait en caisson. Le travail sous-marin avec des sorties de plongeurs dans l'océan, c'est 534 mètres sur Hydra 8, je crois, toujours la COMEX dans les années 80. Les Chinois sont dessus. En ce moment, demain, ils vont réaliser des plongées de cette nature. Mais tout ça, c'est pour le pétrole. De manière pratique, dans l'exploration scientifique du milieu, c'est-à-dire à des fins de connaissance, à des fins de découverte biologique, à des fins de compréhension des mécanismes de la vie dans l'océan, de leurs limites, de leurs failles, de leurs faiblesses, de leur fragilité à la pression anthropique notamment. C'est des zones qui sont plus limitées d'accès, on va dire, opérationnellement parlant. On va pouvoir les étudier en plongée jusqu'à 200 mètres de profondeur, pas au-delà. C'est ce qu'on va faire dans les 10 ans qui viennent. C'est ce qu'on a fait les dernières années. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Par exemple, je vais vous donner un exemple qui est intéressant, sur lequel on a travaillé les dernières années. On a travaillé en Polynésie française sur les récifs coralliens. Alors les récifs coralliens, c'est, quand on en parle comme ça, c'est très évocateur. C'est des havres de biodiversité. Les récifs coralliens, c'est 2,5... Non, je dis une bêtise, c'est moins de 1% de la surface des océans, mais ça abrite 25% de la diversité biologique des océans. C'est des concentrateurs de vie, comme le sont à terre les forêts tropicales, par exemple. Et en ça, bien les connaître, c'est quelque chose de fondamental, puisque de la même manière que si on arrase une forêt, on crée un désert de vie, c'est un effondrement de la biodiversité, c'est la même chose. Si les récifs coralliens sont menacés, sont en danger, ils le sont aujourd'hui, on peut avoir un effondrement de la biodiversité associé, alors que pourtant, c'est une diversité qui est l'une des plus importantes dans les océans. Et on s'est rendu compte
à travers le programme Deep Hope, c'était son nom, 12 mois de plongée profonde à travers la Polynésie française. Plus de 1000 plongées ont été réalisées jusqu'à 172 mètres et on s'est rendu compte, il y a différentes découvertes, mais je vais en citer une que je trouve extrêmement intéressante, que la diversité corallienne la plus importante n'était pas proche de la surface, comme on l'imagine tous en général, à travers toutes ces images qui peuvent circuler, qui véhiculent voilà, la couleur, les poissons tropicaux, la vie, et puis peut-être les vacances, le tourisme. Mais non pas proche de la surface, mais dans la zone des 40 à 60 mètres. C'est-à-dire qu'on est déjà dans ce qu'on appelle la zone mésophotique. C'est la zone profonde, c'est une zone qui est difficile d'accès, qui est très peu étudiée. Pourquoi ? Parce que justement c'est plus profond, c'est plus complexe, c'est moins accessible et finalement très peu connu. En même temps, ce qui menace aujourd'hui les récifs coralliens à travers le monde, c'est le phénomène qui est directement lié au réchauffement climatique, au réchauffement des océans, c'est le blanchissement corallien. En gros, sur des périodes de hausse de température qui peuvent durer quelques semaines, il y a un risque de mort pour les coraux. Et si cette hausse de température dure dans le temps, c'est irréversible. Il y a un rapport du GIEC consacré à la cryosphère et aux océans qui date de 2019, 2 ans exactement, qui annonce une disparition quasi totale des récifs coralliens à travers le monde, si on continue sur le réchauffement programmé, à l'horizon de 2050. 2050, c'est dans 30 ans. En fait, c'est des alarmes majeures qui s'allument devant nous, qui disent ni plus ni moins, encore une fois, que la biodiversité est hautement menacée, elle est en train de s'effondrer. Voilà. Et pour en revenir à la question, à quoi ça sert ? On s'est rendu compte que la diversité la plus importante ne se situe pas proche de la surface, mais dans la zone des 40-60 mètres. En même temps, on sait que cette zone est moins impactée par le blanchissement corallien que ne l'est la surface. Et donc, dans une certaine mesure, est-ce que ces profondeurs ne pourraient pas servir de refuge climatique ? Attention, il ne s'agit pas là de solution à la question du réchauffement climatique, mais plutôt peut-être d'un espoir qui pourrait contribuer à la préservation de cette diversité. Et de fait, c'est essentiel de comprendre quels sont les mécanismes de la vie, de la survie de ces espèces à travers les océans. Et finalement, on voit là que, alors qu'on est en 2021, alors qu'on est sur la Lune, alors qu'on va y retourner, alors qu'on ira peut-être demain sur Mars, et qu'on a des moyens technologiques d'exploration absolument prodigieux des océans, finalement, il y a des questions assez fondamentales. Qu'est-ce qui vit ? Mais on ne parle pas dans les abysses à 11 000 mètres de profondeur. Qu'est-ce qui vit sur nos littoraux à quelques dizaines de mètres de profondeur, au-delà de 30 mètres, au-delà de 40 mètres ? Comment les espèces qui y vivent interagissent entre eux ? Comment est-ce qu'elles vont échanger avec leurs congénères à des profondeurs plus importantes ou moins importantes ? Voilà, des questions aussi essentielles que ça. Finalement, on sait relativement peu de choses. On sait déjà beaucoup de choses, mais le champ de recherche, il est infini, il est immense, et il doit être appuyé. Je pense, parce que ça rejoint la dimension exploratoire de la nature humaine. C'est des questions fondamentales. Mais ça, aujourd'hui, ça rejoint aussi la question de la préservation de notre planète, des océans en particulier, qui sont parmi les enjeux les plus importants de notre génération. Mais je pense aussi surtout aux générations futures. J'ai 2 gamins qui sont qui ont moins de 10 ans, et c'est des questions qui me touchent particulièrement aujourd'hui, puisque aujourd'hui, je pense que c'est pour ces générations futures qu'on se doit absolument tous d'œuvrer à infléchir les problèmes de la société dans laquelle on vit. Voilà. Merci. Francis, alors du coup, j'ai une question, je connais la réponse, mais je pense qu'elle est importante, on parle de survie dans le futur, de réchauffement climatique. Mars, est-ce que ça peut être un backup pour les terriens ou pas ? Non. Non. On nous en fait rêver beaucoup. Non. Ça, c'est une mauvaise idée d'Elon Musk.
c'est totalement absurde. Ce qu'on appelle la colonisation de Mars. Alors, colonisation, ça veut dire aller simple. Hein. C'est-à-dire, on y va, on y reste. Et on doit être autonome sur place. Moi, j'aime bien citer cet exemple. Hein. Comment vous allez fabriquer ça sur Mars? Vous n'allez pas le fabriquer. C'est-à-dire, soit vous l'avez, le jour où il tombe en panne, soit vous en avez un backup, soit vous n'en avez plus. Voilà, c'est tout. Et ça sera vrai pour tout. Vous serez sur Mars, vous serez totalement dépendant de ce que la Terre va vous apporter tous les 2 ans en termes de fret. Et donc l'exploration, oui, on y va, on y reste. Si vous avez vu Seul sur Mars, il faut malheureusement y rester 1 an et demi pour des raisons de fenêtre de retour. Ça, c'est parfaitement vrai. Donc ça alourdit énormément le programme parce que c'est plus Apollo qui durait 1 semaine. Là, il faut rester 1 an et demi, il faut amener tout avec soi, tous les bagages, l'eau, etc. Mais non, Mars n'est pas un plan B. Mars, vous allez vivre sur Mars comme vous vivrez sur la Lune, c'est-à-dire avec un scaphandre et avec des risques terribles. À la moindre fuite, vous mourrez. Donc c'est de l'exploration pour des explorateurs aguerris, des astronautes. On y restera des mois et des mois, et puis au bout de quelques missions, on n'y retournera plus. Mais en aucun cas, c'est un plan B. Alors c'est un très mauvais message, cette histoire de plan B, parce que ça laisse entendre que les hyper riches comme M. Musk ont trouvé la solution pour partir sur Mars quand la Terre sera invivable. C'est un message extrêmement négatif et que personnellement je combats beaucoup. Je pense que le CNES est tout à fait dans cette ligne-là. Donc le terme de colonisation n'est jamais utilisé chez nous. On parle d'exploration et la colonisation est totalement utopique. Voilà, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Mais par contre, l'exploration sur des années, oui, c'est ce qui est en train de se faire. Alors, je parle de 2050 parce que c'est une date réaliste. Je vous ai dit que la Lune, ça allait durer une 20aine d'années. On est déjà en 2020, donc vous voyez qu'il resterait plus de 10 ans derrière pour aller sur Mars. Donc 2050, c'est pas très pessimiste, grosso modo. Mais ce n'est pas les dates que M. Musk annonce. Et M. Musk, qui fait des choses très bien, je ne le nie pas du tout. Il a même complètement révolutionné le spatial et notamment les coûts de lancement, en baissant considérablement les coûts de lancement. Par contre, il est totalement pas crédible sur les dates qu'il donne. Donc ne croyez aucune date que cite M. Musk, c'est fantasmagorique. Mais par contre, il ne faut pas sous-estimer effectivement ce qu'il fait. Il le fait vite. C'est un cost killer, donc il casse les prix de tout. Il met en danger Ariane 5, et c'est d'ailleurs pour ça que l'Europe a un peu dans l'urgence, il y a, je ne sais plus, 5 ans maintenant, décidé de faire Ariane 6 parce qu'Ariane 5 était voué à la faillite avec les coûts du Falcon 9. Donc ça, c'est Elon Musk qui nous bouscule. Et le but d'Ariane 6, c'est notamment de baisser les coûts de lancement par rapport à Ariane 5 d'un facteur 2. Voilà. Donc j'espère qu'on va y arriver. Et pour être encore dans la course, sinon le Falcon 9 va complètement bouffer tout le marché. Donc c'est pas évidemment souhaitable. Mais voilà, je crois que j'ai à peu près répondu à la question. Oui, oui. Donc la réponse, c'est important justement d'avoir des explorations terrestres pour pouvoir bien savoir comment conserver notre belle planète et continuer à explorer, à découvrir le monde. Et les étoiles, c'est aussi important, mais ce n'est pas encore un backup. Je vais revenir à l'innovation. On est sur un salon, le CIDO, qui est lié justement à l'innovation. On voit le monde des startups de plus en plus exploser. On en parle de plus en plus. Dans le domaine du quantique, je travaille avec des startups comme C12, Pascal, Candela, qui sont en train justement d'accélérer, qui viennent du monde de la recherche très souvent, hein, mais qui permettent d'accélérer l'innovation et d'aller plus vite que des grands groupes. On voit le ministère des Armées avec l'Agence Innovation Défense s'intéresser aussi à l'innovation verte, à aller prendre des startups qui travaillent dans le civil pour amener de l'innovation rapide dans ce qu'on appelle de l'innovation lente à long terme, hein, comme on le fait dans le spatial. C'est vraiment, et même chez vous, Guilain, c'est de l'innovation et de la recherche sur des années. Comment vous appréhendez
est-ce que vous travaillez aussi avec des startups des fois, ou quel est le rôle de l'innovation? On a parlé de la robotique dans les deux cas, pour aller plus loin que l'homme, ou là où l'homme peut aller. Comment vous procédez pour travailler avec ces gens-là? Guylain, les robots, justement, tout ce que vous avez créé pour ces explorations, comment c'est arrivé, hein? Alors je dirais, il y a peut-être deux choses. Il y a l'innovation qui va créer des outils qui vont trouver des applications dans notre domaine. Et il y a des questions qui vont se poser, qui vont nécessiter un besoin, des solutions techniques d'exploration par exemple, et qui vont, eux, générer de l'innovation pour apporter des solutions techniques et faire avancer la recherche, la connaissance. On se situe dans les deux, dans notre domaine de l'exploration sous-marine scientifique. On s'appuie sur des technologies qui ont vu le jour il y a 20 ans, il y a 30 ans pour les précurseurs. Il faut savoir que, en fait, dans le domaine de l'exploration sous-marine, on est à un tournant aujourd'hui dans l'exploration humaine, en tout cas, c'est-à-dire que il y a des technologies, ce qu'on appelle les recycleurs, mais ça peut être des systèmes, donc des scaphandres révolutionnaires qui permettent à l'homme de plonger simplement à des grandes profondeurs avec des moyens simples et légers. Il y a des moyens de locomotion, des propulseurs par exemple. Il y a des moyens de navigation sous-marine, des moyens de positionnement. Tout ça, c'est des nouvelles technologies qui se sont développées les dernières décennies, qui ont vu les systèmes se multiplier, les coûts diminuer et qui deviennent accessibles au monde de la recherche, au monde de la science. Ce qui n'était pas le cas à l'origine. À l'origine, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, la totalité de l'exploration sous-marine, des moyens de vie sous la mer et des robots et des systèmes d'habitat ou de plongée profonde ont été financés par l'exploration pétrolière. Et c'est seulement ensuite, ou en parallèle, qu'elles ont été utilisées à des fins scientifiques, mais avec un gap, un delta qui est faramineux, c'est-à-dire que la recherche, malheureusement, n'a pas les budgets de l'industrie offshore et de ce fait n'a pas la capacité d'utiliser ces mêmes outils. Voilà. Néanmoins, aujourd'hui, on est à un tournant depuis une vingtaine d'années et c'est ouvert un champ des possibles avec ces nouvelles technologies. C'est ce qui nous fait exister aujourd'hui, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a cette chance de vivre à une époque où on peut, humain, aller explorer le milieu sous-marin, là où il y a 20 ans, c'était inenvisageable. Et on peut le faire de manière massive, en répétant des plongées de manière quotidienne dans des zones de profondeur importantes et en sécurité. Voilà. En envoyant des biologistes, en envoyant des caméramans ou des photographes, documenter ces milieux. Et finalement, ça ouvre les portes d'une nouvelle forme de recherche. Et tout ça, ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur l'évolution des technologies qui sont mises à disposition. En parallèle, l'intuition, la curiosité peuvent nous amener à développer de nouveaux outils. C'est exactement ce qu'on a fait les dernières années en essayant de repousser un petit peu les limites qui s'offraient à nous, qui se présentaient à nous. C'est-à-dire, oui, avec des scaphandres, avec des moyens de locomotion, de positionnement, on peut aller travailler pour la recherche océanographique dans des zones profondes, je l'ai déjà dit. Maintenant, on est limité. On n'ira jamais beaucoup plus profond que ce qu'on ne le fait déjà. On ne plongera jamais beaucoup plus longtemps que ce qu'on ne le fait déjà. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Et donc, il y a un moment donné, la fatigue, le froid, la faim vont nous obliger à rentrer nous abriter. Un petit peu comme un astronaute quelque part, hein, ou comme un alpiniste en haute montagne, qui peut pénétrer un environnement inhospitalier, inhumain,
totalement hostiles à la vie, grâce à la technique, grâce à la technologie, sur un temps court, plus ou moins long, mais dans tous les cas de figure, que ce soit sur un camp avancé sur les pentes de l'Everest ou que ce soit en orbite autour de la Terre, au bout de quelques heures, on va devoir rentrer, s'abriter, se reposer, se nourrir, avant d'éventuellement envisager de poursuivre son action. C'est exactement la même chose dans le milieu sous-marin. L'homme a des capacités d'exploration, a des capacités sensorielles qui ne seront jamais remplacées par les robots. Il ne faut pas imaginer que les robots peuvent se substituer à 100% à l'être humain. C'est vrai dans certains cas. L'homme n'ira jamais plonger à 1000 mètres de profondeur. La limite, la barrière, elle est physiologique. Envoyons des robots. À 10 mètres de profondeur, des robots peuvent assurer un suivi, une observation continue sur des périodes de plusieurs semaines. L'homme en sera difficilement capable. Par contre, l'homme a des capacités d'observation, des sens, une capacité d'analyse en temps réel basée sur l'ensemble des observations qu'il va pouvoir faire, qui sont très très loin d'être égalées par les robots. Et c'est en ça que l'exploration humaine prend un sens absolu dans le milieu sous-marin. Je le pense aussi dans d'autres milieux, notamment spatial, pas seulement pour des raisons techniques ou technologiques, mais entre autres. Et tout ça, c'est l'innovation technique, c'est l'innovation technologique, c'est la curiosité qui vont finalement venir nourrir l'innovation, qui vont susciter son développement. Aujourd'hui se posent des limites à nous. Comment faire sauter ces barrières ? Voilà. Comment demain faire en sorte de pouvoir rester davantage, puisque l'homme est un formidable analyste du milieu sous-marin, comment faire pour le positionner plus longtemps dans les profondeurs, sans revenir en surface. Peut-être qu'il lui faut un habitat. C'est ce qu'on a fait les dernières années. On a développé un habitat scientifique sous-marin pour des campagnes d'observation de plusieurs jours sans remonter en surface. Et demain, comment faire pour aller plus profond ? Voilà. Et c'est en ça que le questionnement, la curiosité viendra constamment nourrir l'innovation pour petit à petit repousser les limites de la connaissance. Mais tout ça, par contre, et j'insiste dessus, je pense que ça doit se faire dans le souci du bien commun, dans le souci dans le souci de renforcer en fait la capacité de l'homme à mieux connaître son environnement au sens large et à le préserver. Voilà. Et ça, non pas pour des intérêts privés, mais dans le souci du collectif, dans le souci du bien commun. Mais écoutez, merci beaucoup. Je vais devoir arrêter là cet échange passionnant parce qu'il est déjà 12h35 et je vais vous laisser le temps de poser aussi des questions dans la salle. Juste pour, si vous voulez en savoir plus sur ces 3 domaines, soit sur l'un, soit sur tous, vous pouvez retrouver donc le livre de Guillain, Entre deux mondes, sur sa dernière exploration Under the Pool 3. Le livre de Francis Rocard, Dernière nouvelle de Mars, La mission du siècle. Et puis, si vous voulez comprendre les nouvelles technologies du quantique, je vous invite à écouter soit les podcasts qui sont Quantum et Décode Quantum, qui traitent de l'actualité du quantique, mais aussi qui rencontrent, donc ce sont des entretiens avec des chercheurs, il y en a déjà plus d'une trentaine. Si vous voulez comprendre et découvrir comment ils sont allés là-dedans, ces explorateurs-là. Et puis le livre Understanding Quantum Technology, qui fait que 800 pages, mais qui est très exhaustif sur le sujet et qui peut vous permettre de découvrir à peu près tous les domaines du milieu. Voilà, je vous remercie. Et puis si vous avez 2 questions, on est à votre écoute. Une première question ? Non ? Si, au fond. On va vous apporter un micro. Ah, pardon. Peut-être prendre un de ceux-là. Merci. Oui, vous avez parlé
l'exploration et des démarches techniques, des démarches scientifiques. Vous n'avez pas trop mentionné la problématique humaine, c'est-à-dire un voyage sur Mars de quelques mois dans une boîte de conserve. Ça demande une certaine capacité d'échange sociologique. Est-ce que ça fait partie des problématiques de cette aventure-là, comme celle que l'on peut trouver peut-être dans l'exploration sous-marine, mais qui dure peut-être moins longtemps? Oui, effectivement. J'en ai pas parlé, mais parce qu'on n'a pas le temps de tout dire. Mais oui, le problème du voyage qui va durer 6 mois aller, 6 mois retour et peut-être 500 jours sur place, on est dans des... faites le compte, on est à peu près à 900 jours, sauf si on a du nucléaire, on pourrait baisser un peu. Donc ça va poser des problèmes psychologiques très importants. Il y a déjà eu des simulations, Mars 500 à Moscou avec les Russes et l'Europe. Ça consiste à simuler un voyage de 500 jours qui a révélé certaines choses. Pour faire simple, c'est comme quand vous regardez un film d'alpinisme. Vous avez toujours l'ascension, vous n'avez jamais la descente. Bah, c'est pareil, là. L'aller, tout se passe bien, on est tous très excités. Et puis le retour, juste à attendre d'arriver sur Terre. Donc là psychologiquement, c'est plus difficile. On s'ennuie, on n'a plus cette excitation. Donc ça fait partie d'un retour d'expérience. Mais il y a une chose qu'on ne simule pas, qu'on ne peut pas simuler, qu'on ne pourra jamais simuler, c'est l'éloignement de la Terre physique, avec cette impossibilité de retour d'urgence. Et ça, vous ne pourrez pas le simuler. Et donc, il y aura des surprises. Il va falloir effectivement que l'équipage soit soudé psychologiquement, qu'il n'y ait peut-être pas un psychologue, mais deux, parce que s'il y en a un qui commence à faire une déprime, c'est l'autre qui va plutôt le soutenir. Vous voyez, il faut penser un peu à tout ce genre de situation, mais il y aura des hauts et des bas, comme on dit, hein. Et ça sera quelque chose de difficile, mais il y a toujours des candidats, il y a toujours des gens qui voudront y aller, même si l'idée c'est de passer 900 jours, que ça sera très long. Voilà, moi, si on me proposait d'aller sur la Lune pour une semaine, je signe tout de suite. Mais faire un voyage de 900 jours sur Mars, je signe pas, non. Pareil. Une autre question? Écoutez, moi j'en aurais eu plein d'autres, mais je pense que ça va être l'heure de déjeuner. Donc je vous remercie tous d'être restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite un bon appétit. Et puis, on espère vous avoir donné envie d'explorer. Bonne fin de journée. Au revoir.